Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi 6 décembre. Coup de théâtre dans l'affaire Bettencourt, soucieuse de l'avenir de L'Oréal. La mère et la fille enterrent la hache de guerre, mettant fin aux différends avec le photographe François-Marie Bagné, que la seconde poursuivait pour abus de faiblesse. Le volet politique impliquant Éric Woerth sera lui bel et bien instruit. Situation ubuesque mais à haut risque en Côte d'Ivoire où se font face désormais deux présidents et deux gouvernements. La tension monte dans le pays entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara. Nicolas Sarkozy répète à New Delhi que l'heure a sonné d'une transition ordonnée. La zone euro en quête d'une protection renforcée de sa monnaie commune. Réunion ce soir des ministres des Finances à Bruxelles. Alors que l'appel de Cantona à la révolution par les banques se répand un peu partout en Europe. Invitée du 19 h, Nathalie Arthaud, la nouvelle candidate de lutte ouvrière à la présidentielle, et l'économiste Olivier Pastré. La mère et la fille semblaient irréconciliables. Et voilà que le miracle se produit à l'approche de Noël. Liliane Bettencourt et sa fille, Françoise Bettencourt-Meyers, devaient se retrouver dès aujourd'hui, physiquement, après la conclusion d'un accord de paix. De longues tractations ont précédé ce raccommodage familial aboutissant à la fin du combat judiciaire impliquant le photographe François-Marie Bagné. Julie Trassard. La brouille familiale aura duré presque 3 ans jour pour jour, mais la mère et la fille Bettencourt semblent aujourd'hui prêtes à faire la paix. Un accord au contenu gardé secret a conduit à l'abandon de toutes les poursuites judiciaires entreprises dans cette affaire, notamment celle pour abus de faiblesse à l'encontre du photographe François-Marie Bagné. Selon l'avocat de Françoise Bettencourt-Meyers, l'artiste est proche de Liliane Bettencourt, accusée de profiter des largesses de son ami milliardaire, aurait accepté de prendre un certain nombre d'engagements en échange de l'abandon des poursuites. En parallèle, cette réconciliation inattendue devrait permettre d'évacuer les doutes pesant sur l'avenir de l'Empire L'Oréal. Le groupe, détenu à près d'un tiers par le géant suisse Nestlé, affirme aujourd'hui son ancrage français et familial. En revanche, le volet politique de l'affaire Bettencourt n'est pas clos. Les deux enquêtes préliminaires qui pourraient mettre en cause l'ancien ministre du Travail Éric Woerth se poursuivent au tribunal de Bordeaux. L'une porte sur un possible financement illégal d'activités politiques visant Éric Woerth en tant qu'ancien trésorier de l'UMP. L'autre concerne un possible trafic d'influence dans l'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre, ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. La fin du conflit mère-fille se traduit en tout cas par la réhabilitation et même la montée en puissance du gendre de la milliardaire Jean-Pierre Meyers qui va remplacer l'ex-gestionnaire de fortune Patrice Demestre. Les explications tout à l'heure de notre invitée Béatrice Collin, professeure de gestion à l'ESCP Europe, qui connaît très bien la maison L'Oréal. La compagnie américaine Continental Airlines qualifie d'absurde sa condamnation aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Pontoise, 10 ans après la catastrophe du Concorde. Et cette compagnie américaine fera appel, 200 000 € d'amende, 1 million d'euros de dommages et intérêts à Air France. Le tribunal a jugé que la lamelle de ferraille tombée sur la piste d'un avion de Continental Airlines était à l'origine de l'accident. Multiplication des incidents entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara à Abidjan, où les deux présidents proclamés seront bientôt épaulés par deux gouvernements. La France appelle à une transition digne du pouvoir. L'aide européenne pourrait être suspendue, mais la déchirure fait craindre une flambée de violence dans tout le pays. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir Michel. La Côte d'Ivoire, handicapée depuis 10 ans maintenant par ces divisions, a pourtant des atouts économiques. Oui, on parlait même jusque dans les années 80 de miracle ivoirien sous le règne de Félix Houphouët-Boigny, qui avait réussi depuis l'indépendance en 1960 à maintenir l'unité du pays. La Côte d'Ivoire a des ressources, maintenant du pétrole et du gaz, des richesses minières, le coton, le café et surtout le cacao dont elle reste le premier producteur mondial. Mais le pays est miné par son instabilité et par la corruption. 1 habitant sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors sur place, la France reste très présente, 600 entreprises,
1500 ressortissants des grands groupes comme Bouygues pour la construction, Bolloré qui exploite le port d'Abidjan, Orange, le premier opérateur télécom du pays, ou encore Total qui vient de signer un contrat pour l'exploration du pétrole au large des côtes. Au total, l'activité des entreprises françaises représente 30% du PIB ivoirien. Alors au-delà d'ailleurs, grâce au port d'Abidjan, la Côte d'Ivoire reste une tête de pont pour le commerce et la présence française dans l'Afrique de l'Ouest, un enjeu donc stratégique pour la France. Et aujourd'hui, le risque, ce n'est pas cette fois des attaques spécifiquement ciblées sur les Français, comme ça avait été le cas en 2004 notamment, où 8000 expatriés avaient dû rentrer d'urgence. C'est plutôt pour la France, mais je dirais pour la Côte d'Ivoire elle-même, celui d'un chaos généralisé, sanglant pour la population et qui plomberait encore plus l'activité dans tout le pays. Emmanuel Kessler, merci. Des accords pour environ 15 milliards d'euros signés ou sur le point d'aboutir avec l'Inde lors de la visite de Nicolas Sarkozy. La part prise par les accords cadres pour les 2 premiers EPR en Inde, le réacteur du futur d'Areva, représente près de la moitié de cette somme. Europe Écologie Les Verts dénonce ce soir la diplomatie du nucléaire du chef de l'État. Un motif de satisfaction au Sénat pour le gouvernement avec le vote aujourd'hui de l'exonération pour les auto-entrepreneurs de la cotisation foncière, une taxe découverte sur le tard qui sera finalement supprimée pendant 3 ans selon la volonté de François Baroin. Le ministre du Budget n'a pas été entendu de la sorte par le Sénat au sujet d'une autre mesure polémique, l'abattement fiscal sur les employés à domicile. Patrick Jean-Pierre. Pour l'adoption 159 et contre 156. Cela s'est joué à 2 voix près. En maintenant l'abattement sur les cotisations sociales des particuliers employeurs, les sénateurs sont allés contre l'avis du gouvernement. Supprimer cet avantage fiscal favorisera une montée en puissance du travail dissimulé, une régression du travail féminin, une hausse du taux de chômage. C'est une coalition de sénateurs de gauche, centristes et radicaux, qui a contré la suppression de l'abattement, mettant ainsi dans l'embarras la majorité. C'est un vote qui résulte d'un concours de circonstances acquis à 2 voix, un vote irréfléchi. Voulu par le gouvernement, recalé puis adopté dans la douleur par les députés, la suppression de cet abattement traduit le bras de fer entre l'exécutif et les parlementaires qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement sur des textes financiers. Agacé, le ministre du Budget a expliqué que le dispositif avait été trop contourné, François Baroin souhaitant un nouveau vote au Sénat. C'est une façon de dire au Parlement, vous avez voté bleu, moi je veux du rouge, et donc 2 jours après, je vous demande de voter le rouge. N'abusons pas de ces procédures-là. Faute d'issue favorable, le gouvernement devra recourir à la commission mixte paritaire pour parvenir à ses fins. Nouvelle suppression d'emplois chez Sanofi-Aventis. C'est le 3e plan en 4 ans que met sur pied le laboratoire pharmaceutique. 575 emplois vont disparaître dans les effectifs principalement des visiteurs médicaux chargés de faire la promotion des médicaments auprès des médecins. Les syndicats de l'entreprise se déclarent ce soir indignés et en colère. L'invité du 19h, première invitée, Nathalie Arthaud, qui reprend le flambeau d'Arlette Laguiller. Bonsoir Nathalie Arthaud. Oui, c'est comme ça, peut-être que vous en avez assez de subir l'ombre tutélaire d'Arlette Laguiller? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Non, non, ça me ravit. Ah bon? Ça me ravit que, effectivement, tout le monde m'identifie clairement comme étant voilà, son relais. Alors, quand même, 6 candidatures présidentielles pour elle. 2012 sera votre première comme porte-parole de lutte ouvrière. On va chercher le changement, sinon la rupture, y en aura-t-il une? Absolument pas. Non, il n'y aura pas de rupture. Je vais mettre mes pas dans les siens et continuer même de dire travailleuses, travailleurs, parce que, oui, parce que nous voulons nous adresser à eux, à ceux-là, parce que nous ne disons pas, nous, Français, Françaises, Français, comme si, finalement, les intérêts de Madame Bettencourt et les intérêts des ouvriers, des ouvrières, des employés, des chercheurs de L'Oréal étaient les mêmes. C'est pas vrai. Notre programme, il n'est pas destiné aux plus riches, il n'est pas destiné au grand patronat, il n'est pas destiné à la bourgeoisie, il est destiné aux travailleurs pour qu'ils se défendent, pour qu'ils ne soient pas ceux qui subissent toujours. Vous reprenez la formule d'Arlette Laguiller, travailleur-travailleuse, son style, elle ne vous a pas donné... On a chacun notre style. Est-ce qu'elle vous a encouragé justement à cultiver votre style?
Mais moi, je ne crois pas que ce soit une question de style. J'ai des idées, une politique à défendre, et nous allons essayer de le faire tout aussi simplement que qu'Arlette l'a fait pendant 40 ans. Elle l'a fait avec constance, c'est vrai. Le monde a beaucoup changé en 40 ans. Est-ce que lutte ouvrière a changé ? Le monde a beaucoup changé, moi je trouve même en pire finalement. Hein, regardez, il y a 40 ans, on ne parlait pas de cette crise financière là qui est quand même... qui peut mettre toute l'économie et toute la société par terre. Et je crois que tout ça ne va pas dans le bon sens. On voit que finalement on est dans un système complètement aberrant, incontrôlable, où plus on produit de richesse, où plus la société est capable de produire des biens matériels, et bien plus c'est la misère, plus c'est le chômage, plus c'est le recul pour toute une partie de la population. Et ça, c'est vrai à l'échelle du monde. Donc moi, je crois que les choses ne vont pas du tout dans le bon sens, et que notre programme de dire que finalement, il faudrait remettre ça sur pied finalement. Hein, oui, on marche sur la tête. Tout le monde dit qu'il faut remettre le système à l'endroit. Ah oui, mais si vous voulez, nous, on a des solutions pour ça. On pense qu'il faut enlever la direction des entreprises, des banques, à ceux qui ne recherchent que le profit, que l'accumulation de milliards et de milliards, hein, pour qu'ensuite ils en fassent quoi d'ailleurs, pour les retrouver ensuite dans la spéculation. Donc le problème, c'est ça, c'est que finalement aujourd'hui, ceux qui dirigent, qui sont censés investir, créer, organiser l'économie, répartir tous les moyens qu'on a de produire les sciences pour satisfaire les biens, eh bien ils le font pas. Pour vous, pour satisfaire la population. Serait le meilleur moteur de l'entreprise aujourd'hui, sinon le profit? Eh bien, moi, je trouverais assez normal, si vous voulez, que les entreprises, elles fonctionnent pour produire des richesses dont la population a besoin. Je trouverais assez normal qu'on produise pour satisfaire les besoins de la population, de toute la population, y compris même à l'échelle de la planète, vous voyez, parce qu'il y a quand même 1 milliard aujourd'hui de femmes et d'hommes, d'enfants qui sont au bord de la famine. On supprime quel type d'entreprise alors? Assez normal, si vous voulez, qu'on produise, y compris pour qu'ils aient eux aussi accès à des aliments qui leur permettent de vivre dignement, qu'on construise des logements. Regardez, en France, il manque quand même 1 million de logements. Pourquoi ne les construit-on pas? Parce que c'est pas assez rentable, parce que ça leur rapporte pas assez. Donc moi je trouverais normal, et je pense quand même que ce bon sens est partagé par des millions de gens. Alors justement, est-ce que finalement vous vous présentez aux élections, mais est-ce que vous fondez avant tout votre espoir sur la révolution sociale? Oui, bien sûr. Oui, moi je pense que... Donc votre objectif en termes de voix, ça ne peut pas dépasser 1%? Ah j'espère bien. Vous savez, vous êtes bien placé pour savoir qu'Arlette Lévy a fait à plusieurs reprises plus de 5%, et que vous savez, si des choses changent dans la société... Aux européennes, c'était moins de 0,84%. C'était vos débuts. On a tout vu en termes de score. Oui. Mais vous savez, même sur des mesures comme l'interdiction des licenciements, par exemple, qu'on trouverait une mesure vraiment urgente et indispensable aujourd'hui, pour ça, il faudra se battre, il faudra imposer un rapport de force. L'explosion et même la révolution sociale, vous l'avez dit. Hein. Alors nous allons maintenant évoquer l'économiste Olivier Pastré avec nous. Il vous a écouté très attentivement, vous allez pouvoir débattre dans une seconde. Je précise que vous-même, vous êtes agrégé d'économie-gestion. Hein. Nous allons évoquer tout de suite l'appel d'Éric Cantona à la révolution par les banques. La vidéo de l'ancien footballeur connaît un succès désormais dans plusieurs pays d'Europe. En sera-t-il demain au guichet des banques? Vous savez que la proposition de retirer son argent, c'est pour demain, mais elle apparaît irréaliste, d'abord pour de simples raisons matérielles. Flora Sauvage. Rien n'est plus simple en théorie que de vider son compte bancaire. Il suffit pour cela d'aller retirer son argent de l'un des 53 000 distributeurs automatiques du territoire. Mais en pratique, c'est plus compliqué. Si vous possédez moins de 1 500 € sur votre compte, l'opération peut être réalisée dans la journée. Sinon, il faudra attendre quelques jours. Car même en allant au guichet, les banques réclament un délai de 24 heures à plusieurs jours pour un retrait dépassant quelques milliers d'euros. Sur la page Facebook dédiée à l'événement, plus de 37 000 personnes se sont inscrites. L'événement trouve un certain écho chez les internautes. Quand M. Cantona dit retirez votre argent, il appelle aussi les usagers à se débancariser. Or, les Français sont en première ligne. C'est le pays où l'on a le taux de bancarisation le plus élevé. Plus de 6 milliards d'opérations cartes bancaires, plus de 3 milliards de chèques. Enfin, il en va de même pour clôturer son compte ou fermer son livret A. L'opération est gratuite, mais elle ne se fait pas en une journée. Demain, malgré l'élan de sympathie que l'appel d'Éric Cantona a soulevé sur Internet, il y a peu de chances que des files d'attente se forment aux abords des banques. Voilà, l'économiste Olivier Pastré est avec nous et toujours avec la révolutionnaire Nathalie Arthaud. Que pensez-vous, Olivier Pastré, de cette idée de faire sauter les banques ?
Mais attendez, on va commencer par le commencement. Éric Cantona a été un immense footballeur. On lui retirera pas ça. 2, je ne suis pas là pour défendre les banques. Les banques ont une part de responsabilité dans la crise actuelle. Il va falloir mieux les réguler. Il va falloir mieux les contrôler. Et dans certains cas, il faudra prendre des sanctions. Donc là-dessus, il n'y a pas l'ombre de l'atome de l'once d'une hésitation de ma part. Après, la proposition totalement irresponsable de David Cantona est-elle intelligente? Est-elle productive? La réponse est clairement non. Pour une raison très simple. C'est que dans ces histoires-là, c'est les pauvres que vous défendez qui vont être pénalisés. Supposons qu'il y ait une course au guichet demain grâce au footballeur en question. Monsieur Cantona, ces sous qu'il aura retirés... Ça il l'a pas dit encore, il faudrait qu'on vérifie. Si, je crois qu'il a dit, je retirerai les miens. Ah, d'accord. Il va les remettre dans une autre banque, rassurez-vous. Ceux qui se feront avoir, je vais être un tout petit peu dramatique parce que tout ça c'est des drames et vous êtes là pour défendre les drames. Donc je suis à vos côtés de ce point de vue-là. C'est des personnes qui vont de toute bonne foi retirer leur argent et qui vont se le faire piquer en rentrant chez eux. Donc on joue pas avec l'argent. Qu'on veuille réformer les banques, qu'on veuille les contrôler, je suis prêt à en discuter. Ça devient un peu technique et c'est extraordinairement utile. Mais lancer une initiative comme ça, c'est de la démagogie pure, fait par quelqu'un qui de toute façon ne sera pas impacté par ce qui se passera par la suite. Voilà. Nathalie Arthaud, vous ne souscrivez pas forcément à l'initiative de Che Cantona, comme on l'appelle maintenant, même si vous le trouvez sympathique dans sa démarche. Mais moi, je pense que l'idée à la base est tout à fait juste. Cette idée de dire que les banques, on peut pas leur faire confiance. Qu'on peut pas leur faire confiance et qu'il faut même les empêcher de nuire. Il faut effectivement tout faire pour les empêcher de nuire. Là-dessus, il a absolument raison. Et moi, je m'inscris quand même en faux. C'est pas Cantona qui va déclencher la faillite du système bancaire. Les banques y arrivent très bien toutes seules. Elles y arrivent très bien toutes seules à faire faillite. Et c'est ça que l'on a vu. Alors vous nous dites, moi je suis pour la régulation, etc. Mais excusez-moi, ça fait 2 ans qu'on nous explique, qu'on va réguler, qu'on va contrôler les banques, qu'on va mettre des règles, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est du vent. Parce que les banques, elles continuent de spéculer, même à un niveau qu'on n'a jamais vu, parce que finalement, la seule chose qu'ils se sont entendus de faire, ça a été de rajouter des milliards et des milliards dans le système financier bancaire qu'on retrouve dans la spéculation aujourd'hui. Je partage totalement vos objectifs et je suis totalement en désaccord sur les moyens. Les objectifs, c'est de faire en sorte que le système bancaire soit utile efficace, au service du financement de l'économie. C'est pas les œuvres sociales, la banque. C'est fait aussi pour gagner de l'argent. Sinon... Ça devrait pas. Non, mais attendez. Ça devrait pas. Il faut que les banques gagnent de l'argent, mais aussi qu'elles prêtent, aux petites entreprises et aux personnes qui sont en difficulté. Ce qu'elles ne font pas. Les objectifs. Ce qu'elles ne font pas. Attendez, les objectifs, on est d'accord. Les moyens, c'est de les réformer. C'est un mot pour vous, réforme, c'est un truc, c'est comme si c'est un gros mot, d'accord. Mais pour moi, c'est un truc assez sympathique où on se dit, voilà, on va augmenter leurs fonds propres, on va leur interdire, on va compliquer leurs tâches en matière de spéculation, on va mieux contrôler leur fonctionnement, on va leur demander des comptes. Toutes ces choses-là, alors c'est un peu technique, ça. Mais sans être trop technique, Olivier Passeray, par exemple, en Irlande, l'État a nationalisé certaines banques. C'est un peu ce que réclame, ou c'est même ce que vous réclamez, Nathalie Arthaud. Non, nous parlons d'expropriation. Carrément, l'expropriation. Des banquiers, parce que moi je pense que justement les banquiers, ils peuvent pas se réformer en réalité, ils peuvent pas se réformer. Et là, vous avez utilisé un terme, il faut les obliger. Moi, je pense qu'il faut les obliger. Il faut les contraindre, il faut leur imposer. Tout ce que vous dites, ça serait ajouter la crise à la crise, et ce sont les petits qui paieront. Mais non, mais pas du tout. Mais malheureusement, si. Attendez, en matière de, je vais prendre un exemple. Vous parliez de la crise. Parlons de la crise irlandaise, il y a eu l'islandaise, il y a eu la grecque, il y aura la portugaise. Donc, et peut-être la française. Mais non, arrêtez de dramatiser. La situation du système bancaire français est plutôt très solide, on a plutôt à être fiers. On est fiers de son... Vous êtes fiers de votre pays Vous êtes fiers de votre pays Écoutez, non. Franchement, quand je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par exemple... J'ai pas de quoi être fier. Quand je vois les affaires, non, j'ai pas de quoi être fier de mon pays. Et si vous voulez, quand même, quand on a prétendu sauver la Grèce, le blocage en Côte d'Ivoire est dû quand même vous êtes bien placé Gbagbo. pour savoir que quand on a sauvé soi-disant la Grèce et la population grecque, en réalité, on est allé sauver le Crédit Agricole, qui était une des premières banques impliquées, engagées en Grèce avec ses filiales. Donc en réalité, le système bancaire français, il est comme tous les autres. Madame, il joue
fois, comme tous les autres, et en Ouais. réalité, il nous mène aussi Bon, à Olivier la Passeray, un banqueroute. mot encore sur le Mais, sujet. encore une fois, je partage vos objectifs, mais je trouve que vous faites un déni de réalité. La Grèce a triché. Alors, qu'on sauve les banques françaises, sur le fond, c'est pas mon sujet. La Grèce a triché, il faut qu'elle se réforme, et les Grecs ont élu des hommes politiques qui les ont menés dans le mur. À un moment ou à un autre, c'est ça la réalité. Après l'Europe est forte, on peut la critiquer, je suis le premier à le faire. Comme il faut critiquer les banques. Mais, si vous voulez, moi, la réforme, ça me paraît une voie difficile, qui va pas assez vite, mais souhaitable, utile. préférable. Nathalie Arthaud, je note quand même que Arlette Laguiller, qui est à la retraite maintenant, a fait toute sa carrière au Crédit Lyonnais. Hein, Oui, c'est bien comme ça. employé, vous savez, Comme employé, donc employé peut-être de qu'elle banque. elle trouvait peut-être quand même des vertus à son employé de employeur. banque, payé à coup de lance-pierre. Oui. Non, je crois pas spécialement, non, honnêtement. Non. Bon, allez, on va évoquer maintenant ensemble l'une des toutes premières fortunes professionnelles françaises. Liliane Bettencourt, que vous inspire-t-elle, Nathalie Arthaud, Madame Bettencourt et sa fille? Ah bah voilà, c'est la représentante de la bourgeoisie française dans sa splendeur, qui est prête à effectivement donner 1 milliard d'un côté, 1 milliard de l'autre. Et bah oui, mais d'où ils viennent? Parce que moi, ce qui me choque, bon, on a beaucoup parlé des 30 millions de boucliers fiscaux qu'elle avait empochés, mais d'où ils viennent ces milliards? Hein, c'est des bénéfices qu'elle récupère quand même de l'exploitation de ses laboratoires et de ses entreprises. Et donc, bah voilà, moi c'est ça qui me choque avant tout, c'est qu'elle arrive. Vous vouliez faire le tri tout à l'heure. À concentrer toute Vous vouliez cette richesse. faire le tri tout à l'heure dans la production des entreprises. Est-ce que, par exemple, les entreprises de cosmétiques ont un sens à vos yeux? Bah, tout ça, ça pourrait se discuter démocratiquement, collectivement. Vous voyez, à un certain niveau, on peut se poser la question. Allez, un mot, Monsieur Passeray, ensuite on avance. Oui, Madame Bettencourt, on s'en fout. Moi, je suis pas comme Florence Arthaud, je suis moins people. Il y a un vrai sujet, c'est l'entreprise L'Oréal. Nathalie, il faut garder... Nathalie Arthaud. Pardon. Mais ça prouve l'immense admiration que j'ai pour vous, a priori. Mais sur le fond, le problème, c'est L'Oréal. Alors, on va en parler, justement. Hein. La mère et la fille, donc, qui étaient brouillées depuis 3 ans, vous avez bien sûr suivi le feuilleton, annoncent aujourd'hui leur réconciliation. On se souvient de la formule terrible de l'héritière de L'Oréal. Ma fille est devenue une chose inerte. Eh bien, la mère et la fille se sont donc retrouvées, même physiquement aujourd'hui, annoncent leurs avocats. En conséquence, Françoise Bettencourt-Meyers abandonne ses poursuites contre le photographe François-Marie Bagné, qui est l'accusé d'abus de faiblesse sur sa mère. Et oui, effectivement, Nathalie Arthaud, il aurait reçu, lui, 1 milliard d'euros. Hein. Alors, ce raccommodage mère-fille, encore mystérieux, en tous les cas, se déroule sur fond d'enjeux financiers. C'est ce dont on parle maintenant avec vous, Béatrice Collin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'ESCP Europe, une grande école de commerce. Vous connaissez bien l'entreprise L'Oréal, qui peut être la première d'ailleurs souhaitait que l'affaire Bettencourt soit tournée. Oui, effectivement, ça c'était quelque chose de très important pour l'entreprise. L'entreprise, bon d'abord parce qu'il y avait une communication négative qui se faisait autour du nom L'Oréal et notamment sur un plan international, donc ce qui commençait à poser des problèmes, même si l'activité commerciale n'a pas été fortement touchée par toute cette affaire. Malgré tout, ça faisait une communication institutionnelle négative. Mais je crois que surtout, ce qui est très important, c'est le moyen, c'est le long terme et c'est la stabilité actionnariale du groupe. Voilà, donc elle est assurée puisque manifestement, il y a même une transition qui s'opère, une transition de génération avec la montée en puissance des 2 petits-enfants de l'héritière. Oui, effectivement, et justement, ce qui est à noter dans cette nouvelle, c'est le fait, en fait, de la réunion de famille qu'on a autour de, justement, des enjeux que pose L'Oréal. Qu'est-ce qu'elle est fin, cette réunion de famille, puisque si les motivations ne sont que financières et patrimoniales, on peut s'interroger sur les sentiments. Hein. Ah, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les petits-fils sont propriétaires, de toute façon, de L'Oréal, puisque quand Madame Bettencourt, Liliane Bettencourt, a donné ses titres de L'Oréal à sa fille, elle n'a pas simplement donné à sa fille, elle a donné aussi à ses petits-fils. Donc, en fait, on voit là l'implication, effectivement, et l'entrée en scène de cette 4e génération. Oui, alors je ne sais pas si votre voisine Nathalie Arthaud est sensible à la nationalité des grandes entreprises, des conglomérats, même ceux dans le cosmétique, mais là, l'un des enjeux, c'était de préserver le caractère national de cette entreprise L'Oréal, hein, puisqu'il y a des convoitises suisses de Nestlé, disait-on. Je ne sais pas si c'est vraiment préserver le caractère national. Je crois que ce qui était vraiment important, c'était de préserver la stabilité. Ce qui a vraiment été une clé de réussite de ce groupe, ça a été la stabilité de sa gouvernance, la stabilité de sa dirigeance. Nestlé, et on sait que les pouvoirs
publics se sont mobilisés justement. Nestlé est actionnaire de L'Oréal depuis 1974. Il y a un pacte d'actionnaires depuis 1974 avec la famille Bettencourt, donc c'est vraiment un ami de longue date. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de convoitise dans ces cas-là? C'est plutôt une entente qui s'est toujours faite depuis près de 40 ans. Qui va perdurer en tous les cas. Olivier Pastré veut intervenir. C'est les bisounours que vous nous racontez là. Je veux dire, il y a deux actionnaires qui ont chacun 30%. Il y a Nestlé d'un côté, la famille Bettencourt de l'autre. Nestlé pense qu'à une chose, c'est à bouffer L'Oréal. Il faut dire les choses comme elles sont, sinon on est dans le déni, là aussi dans le déni de réalité. Non, j'en suis pas du tout aussi convaincu. Enfin, vous plaisantez. Le patron de Nestlé a fait des déclarations en disant on a envie de manger L'Oréal. Et alors ils l'ont dit dans le politiquement correct, mais c'est ça la réalité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Madame Bettencourt, on s'en fout un petit peu. Le vrai problème, c'est L'Oréal et le contrôle national de L'Oréal. C'est peut-être un point sur lequel on pourrait être tous les trois autour de cette table d'accord. C'est pas un sujet complètement indifférent. Voilà. Non, c'est pas un sujet complètement indifférent. Ceci dit, moi, je pense que ce qui est primordial aussi, c'est la conservation de l'intégralité du groupe et donc et de l'intégrité de ce groupe. Le caractère national, je me demande encore si c'est une vraie bataille. Vous avez le groupe qui fait 87% de son chiffre d'affaires à l'international, qui a des sièges maintenant qui sont répartis aux États-Unis, au Japon, bon, qui a un actionnariat qui est aussi international parce qu'on parle de Nestlé, de la famille Bettencourt, mais il y a quand même plus de 40% qui sont dans le public et qui sont répartis sur un plan international. Bon. Donc L'Oréal est déjà international. Nathalie Arthaud, est-ce que vous préférez quand même que Madame Bettencourt paye ses impôts en France? Puisqu'elle est toujours restée... Et pourquoi elle ne les payerait pas en France? Pourquoi donc parce que vous savez que la tentation existe pour les personnes riches comme elle. Hein. Oh oui, alors voilà, parce que quoi, on lui prendrait quelques millions de plus, et qu'est-ce que ça lui ferait? Alors bon, nous on est obligés de supporter, de tout payer, la TVA a commencé quand on a un SMIC. Ah, mais elle est restée en France. Est-ce que au moins vous lui adressez un satisfecit sur ce point? Elle ne s'est pas exilée en Belgique ou en Suisse. Mais qu'est-ce que c'est que ces riches qui font leurs petits caprices là comme ça et qui font leur chantage sur tout un pays, sur toute une population, en disant attention, si vous m'accordez pas ce cadeau, ce gros cadeau, je m'en vais. Moi, je pense que ce chantage-là, il est odieux. Et un chantage, ça se combat. Au lieu de ça, on a un gouvernement qui, au contraire, déroule le tapis rouge, les laisse faire, tous leurs petits caprices, on va au devant. Bon, tout ça, faut le changer. Alors, il y a une question, on ne sait pas très bien, on n'a pas très bien compris. Il y a une part de mystère dans l'accord qui a été conclu aujourd'hui, évidemment, entre la mère et la fille. Hein. Tout n'est pas sur la place publique. C'est pas la raison d'État, mais c'est la raison de la bourgeoisie. Mais sur quelle base François-Marie Bagné, qui a reçu, donc on le rappelait, près d'1 milliard d'euros, ne sera plus poursuivi pour abus de faiblesse? On aimerait savoir. Hein. Est-ce qu'il va continuer à avoir l'héritière de L'Oréal? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va garder? C'est une affaire privée. Hein. Est-ce qu'il va garder tout ce qu'il a reçu ou en rendre un petit peu? On ne sait pas non plus. Hein. En tous les cas, il n'y aura pas de poursuite. Rendre, ça vous étonnerait. Mais voyez, justement, sur tout ça, moi je trouverais assez normal qu'il y ait une transparence. Qu'on sache justement cet argent. Parce que quand même, quand on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'on ne peut plus embaucher des contrats aidés pour accompagner les enfants handicapés dans les écoles, qu'on ne peut pas signer les contrats, vous vous rendez compte combien ça coûte? Ça mais rien. Pourquoi on ne saurait pas où sont les millions, les centaines de millions? Tout le monde est d'accord pour dire que Nathalie Arthaud tient de son illustre... modèle, Arlette Aguillet. Hein. Olivier Pastré aussi, mais il en semble un peu désolé. Non, pas du tout. Chère Florence. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. À 22h, le prochain journal sur Public Sénat avec Sonia Mabrouk. Tout de suite sur la chaîne parlementaire, Assemblée nationale. Tout dépend d'eux avec Marielle de Sarnez. Bonsoir à tous.